Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleur d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Si vous découvrez Fleur d'avocat aujourd'hui, sachez que le podcast Fleur d'avocat, ce sont des interviews d'avocats, tout âge, spécialité ou lieu d'exercice confondus, qui ont pour point commun de s'épanouir dans la profession. Tous les 5 épisodes, j'interviewe un avocat reconverti car je pense qu'on est vraiment épanoui que lorsque l'on sait qu'on a le choix. Aujourd'hui, c'est maître Virginie Lefebvre du Tilleul, avocate au barreau des Hauts-de-Seine depuis 1994 et aujourd'hui associée du cabinet Ernst & Young, qui est mon invitée. Virginie intervient tout particulièrement dans le secteur de la santé, tant en conseil en stratégie qu'en M&A ou encore en réglementaire. La meilleure manière de soutenir le podcast, je ne me lasserai jamais de vous le dire, est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux et aussi de prendre quelques minutes pour laisser un avis et une nuée d'étoiles sur iTunes ou encore sur votre application podcast. Vous pouvez également bien sûr me recommander un ou une avocate épanouie à interviewer pour le podcast, que ce soit par email à l'adresse bonjour@fleurdavocat.fr, via la messagerie instantanée que vous trouverez sur le site internet www.fleurdavocat.fr ou encore via les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter ou encore Instagram. Enfin, Fleur d'avocat, c'est aussi une formation à l'intention des avocats dans leurs premières années d'exercice qui s'appelle Bien dans ma robe. La prochaine session aura lieu au mois de novembre et si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez utiliser le code promo podcast, PODCAST, pour bénéficier d'un tarif préférentiel. Je vous donne rendez-vous sur le site internet de Fleur d'avocat pour plus d'informations. Il est temps de vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Virginie Lefebvre du Tilleul. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'avocat. Merci de me recevoir. Alors Virginie, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate. Je voulais être conseil juridique. J'ai très rapidement décidé d'être conseil juridique. Je devais avoir 13-14 ans. Au moment où je suis rentrée dans la profession, la fonction de conseiller juridique avait fusionné avec la fonction d'avocat. Donc je suis devenue avocat pour faire du droit des affaires parce que je voulais avant tout travailler pour les entreprises. Ce qui m'intéresse dans le droit, finalement, c'est l'économie. Et pourquoi le droit déjà ? C'est-à-dire quand vous étiez, quand vous aviez 18 ans, 19 ans, quand vous avez choisi votre... Je ne sais pas vous dire parce que c'était évident. C'était évident. À l'époque, il y avait beaucoup de raids hostiles. Donc c'était l'époque de Wall Street, film numéro 1. En tous les cas, les histoires qu'on raconte dans Wall Street numéro 1... Quand moi je faisais ça, c'était très à la mode quand je faisais mes études. Il y avait ce côté avocat international qui défendait les entreprises. C'est peut-être ça qui m'a influencée, mais pour le reste, il n'y avait pas d'autre option. Et en plus, j'avais une idée très claire de la façon dont je voulais y arriver. Avoir une double formation, études de droit classique, couplée par une double formation que j'ai faite à Sciences Po. D'accord, donc c'était vraiment très clair, le monde des affaires. Le monde des affaires, l'économie et le droit, de mixer les deux. Et vous rentrez dans la profession, comment se sont passées vos premières années ? Alors d'abord, je rentre dans la profession chez Arthur Andersen, Archibald Andersen, quand je suis rentrée, parce que c'était le prolongement de ce que je voulais faire. C'est mixer l'exercice du droit dans un monde d'hyper tourné vers l'entreprise. Mon premier jour, c'était en fait en stage. Alors l'histoire veut, c'est peut-être un lien aussi, que mon maître de droit à Sciences Po était le dirigeant d'Archibald Andersen. Donc j'ai fait plusieurs demandes pour des stages, notamment auprès d'Archibald Andersen. J'ai été prise et mon premier jour de stage, je m'en souviens très bien, j'avais revu des conditions générales de vente. Je suis arrivée chez Frédéric, mon maître de stage. Je lui ai dit, il y a plein de problèmes. Il m'a dit, c'est super, mais tu retournes à ton poste et tu reviens avec les solutions. Ça, c'était le premier jour. Je suis rentrée chez Archibald Andersen après un stage de 3 mois. Donc c'était plus simple. Je connaissais l'environnement et on est rentré, c'était des grosses promos.
c'est encore des plus grosses promos aujourd'hui, mais on rentrait à 12-15 ensemble. Et je me souviens aussi d'une anecdote. C'était la première promo où il y avait une extrême majorité de filles. C'était un monde au départ de conseils fiscaux, avec un peu de conseils juridiques, qui ont fusionné avec un cabinet traditionnel Archibald d'avocats, et qui embauchait dans la foulée 15 jeunes avocats, dont 14 étaient des filles. Donc, ce dont je me souviens, c'est un monde de copines, jeunes, très jeunes, et avec des expériences, de bonnes expériences. J'ai pas de souvenirs quand on a démarré de mauvaises expériences. Vous dites que ce qui vous a marqué, c'est que tout de suite il vous a dit voilà, c'est bien tous ces problèmes, mais maintenant, voilà, revenez avec des solutions. Comment est-ce que ça vous a imprégné ça par la suite? En fait, je continue de dire cette phrase tout le temps avec les collaborateurs avec lesquels je travaille. J'ai fait ma carrière, je n'ai fait ma carrière que dans à l'époque c'était un Big Six, on est devenu Big Four. Je ne vais pas prétendre que nous sommes les seuls à être solution oriented, mais c'est vrai que très rapidement, il fallait dégager des solutions, des recommandations dans la façon de présenter les mémos. Donc ça, c'est une empreinte qui est restée. L'autre empreinte, je pense, c'est toujours avant de commencer sur un travail déterminé, quelle est la question qu'on se pose, tout simplement. Qu'est-ce qu'on cherche ? Je sors d'une réunion de travail avec des collaboratrices où on va revenir à la base, c'est quoi, quel est le problem statement, parce qu'on est en train de se perdre dans des analyses, donc revenir et essayer vraiment de se poser les bonnes solutions. Pour moi, c'est ça, être un bon avocat, c'est poser les bonnes questions pour derrière trouver les bonnes solutions ou les bonnes recommandations. Et donc, le fait que ça vous soit enseigné très tôt, est-ce que vous pensez que ça vous a permis d'avancer vite ou bien, ou que du coup, tout de suite, vous étiez très axé opérationnel et... Peut-être. Bien sûr, j'ai eu la chance de travailler avec des associés exigeants, rapidement. J'ai eu la chance de travailler avec, mais ça reste toujours le cas, avec des personnes très différentes, donc avec des demandes différentes. Ça reste aussi un des points sur lesquels moi j'insiste. Il faut que, en tant que collaborateur, on s'adapte au client. Et dans un premier temps, le client, c'est l'associé qui vous fait travailler. Et puis parallèlement aussi à le client de l'associé. D'ailleurs, je pense qu'au bout d'un certain temps, on a les clients qui nous ressemblent ou inversement. Et c'est aussi, en fait, je pense surtout l'un des éléments particuliers, c'est qu'étant dans un cabinet d'avocats, membre d'un réseau pluridisciplinaire, très rapidement, moi j'ai été amenée à travailler avec d'autres équipes, avec d'autres métiers. C'est pour ça que je suis rentrée chez Arthur Andersen à l'époque, c'est pour ça que je suis toujours chez EY aujourd'hui, c'est la proximité, le fait de travailler avec d'autres métiers et d'être justement très proche de l'opérationnel, très proche dans la mise en œuvre permanente. Et donc ça, sans doute aussi, c'est le fait d'avoir avec nous des personnes qui n'ont pas la même spécialité, qui regardent qui regardaient et qui continuent de regarder ce que nous faisons, qui posent des questions sous leur angle et sous leur spécialité, et avec la nécessité pour nous de traduire ce que nous faisons dans des termes ou dans des step plans ou dans des recommandations qu'ils peuvent mettre en œuvre. En fait, je pense que souvent, je dis souvent que à certains égards, ce que nous faisons ici est assez proche de ce que pourrait faire un directeur juridique dans l'entreprise en travaillant aux côtés d'autres métiers. Quand nous sommes, c'est pas le cas toujours, mais quand nous intervenons avec d'autres métiers dans des missions pluridisciplinaires, c'est très important
d'avoir une approche qui est comprise par tout le monde. Et c'est la troisième chose que je répète aussi beaucoup, c'est ce qui est plus compliqué, c'est de rendre les choses compliquées simples. Et donc on a réussi, quand après avoir fait des analyses très complexes, on arrive à synthétiser en une page les recommandations. Et vous dites aussi que vous étiez donc 14 jeunes femmes à arriver, oui. Première promo majoritairement féminine, dans un monde majoritairement masculin. Oui. Comment se sont passées ces années bien, parce même que... culturellement parlant, quoi. Si je puis dire. Mais en fait, elles se sont forcément passées très bien parce qu'on était jeunes. On est toujours, mais on était plus jeunes. On n'a pas eu de sentiment... en tout cas, à l'époque, moi, la différence homme-femme, je ne faisais absolument pas attention. Donc, du coup, je ne l'ai pas senti. On en parle beaucoup plus aujourd'hui qu'on en parlait maintenant. Dans les associés de l'époque, il y avait déjà un certain nombre de femmes. C'est vrai que c'était plus majoritairement masculin, mais on avait déjà un nombre important de femmes. Donc j'ai jamais ressenti une différence particulière. On était super copines, c'était vraiment... c'était une très bonne... Mais je pense que ça reste en fait ça, parce que quand on a vraiment une population avec des... population très jeune, une bonne ambiance de travail, c'est un aspect qui perdure parmi nos collaborateurs aujourd'hui. Donc c'est surtout ça que je garde comme souvenir. Et donc chez Arthur Andersen, combien de temps êtes-vous resté ? Alors, j'ai la particularité d'avoir toujours quasiment le même contrat de travail, même si j'ai changé d'entreprise entre-temps. J'ai fait ma première partie de carrière chez Arthur Andersen, les premières 10 années. Je suis partie en desk à New York sous la bannière Arthur Andersen, où j'ai passé 1 an. Je suis revenue à Paris, en réalité c'est Archibald Andersen, déjà c'est le seul d'ailleurs à l'époque, Big Six, je pense qu'on était 6, qui avait fusionné avec Archibald, qui était pour le coup un cabinet très traditionnel, franco-canadien, qui remontait à 1880, donc vraiment deux cultures fondamentalement différentes. Il y a eu un peu de perte en ligne, comme quand on est arrivé au moment de la fusion. Donc cette nouvelle promo d'avocate, nous sommes arrivés au moment de la fusion. Il y a eu de la perte en ligne, ça arrive quand il y a des entreprises culturellement très différentes, avec un noyau dur qui a réussi à se stabiliser. Donc là, un équilibre entre fiscalistes et juristes qui s'est marqué à partir de notre arrivée. J'ai oublié votre question. C'était combien de temps êtes-vous resté donc les 10 premières années, le desk, le retour toujours Archibald Andersen, et à ce moment-là, il s'est passé l'affaire Enron. Donc pour les plus jeunes, l'affaire Enron, c'est on va dire je ne sais pas comment le qualifier. Une déviation, une mise en cause de la responsabilité d'Arthur Andersen pour des pratiques non conformes aux États-Unis, qui a abouti au démantèlement en quelques mois du réseau Arthur Andersen dans le monde, y compris les cabinets associés au réseau. Et donc à la suite de ce démantèlement, la partie d'Arthur Andersen, Archibald Andersen en France, a rejoint EY. Donc deuxième partie de carrière sous la bannière EY. J'avais eu la bonne idée d'être enceinte au moment de la fusion, et donc j'ai quitté pendant pour le congé maternité Archibald Andersen, et je suis revenue sous la bannière EY, et deuxième partie de carrière, donc à 15 ans, avec EY. Toujours un big, culture très différente. C'est étonnant pour des cabinets de conseil d'avoir des cultures fortes, mais on avait des cultures très très différentes. Et donc toujours chez EY aujourd'hui. D'accord, donc en fait vous n'avez pas vraiment eu de départ Et pourquoi êtes-vous parti à New York ? Dans quel contexte ? Comment ça s'est passé ? Notre réseau juridique
se développait. Nous étions à l'époque le second réseau juridique et il était important de le faire savoir aux cabinets présents aux États-Unis, au cabinet Arthur Andersen présent aux États-Unis, pour développer les services et les conseils juridiques auprès des clients américains. Donc mon rôle était de faire de la représentation auprès de des associés Arthur Andersen des autres métiers. EY à New York, et je suis allée beaucoup aller à Chicago, je suis allée aussi en Californie. Ça, c'était la première partie du job pour faire connaître l'existence du réseau juridique. J'étais dans ce desk avec un Allemand, avec un Espagnol et avec un Anglais. Donc on représentait l'Europe. L'Anglais n'était jamais là, c'est comme aujourd'hui, dans l'Europe. Et l'autre partie du travail, on avait quelques dossiers franco-américains. Nous n'avons pas de présence aux États-Unis. Les cabinets d'avocats, pour des raisons réglementaires, les réseaux pluridisciplinaires ne sont pas autorisés à avoir des cabinets d'avocats aux États-Unis. C'était déjà le cas, c'est toujours le cas, c'est en train d'évoluer. Et donc, quand nous avons des dossiers franco-américains, nous travaillons avec des cabinets américains. Donc là, j'avais un dossier français d'acquisition d'une société cotée aux États-Unis, donc je coordonnais le cabinet d'avocats américains, et inversement, on avait des clients américains qui investissaient en Europe, en France. Voilà, je m'occupais de cette partie-là, et donc je coordonnais également pour ces clients-là. Donc deux types de rôles. Comment est-ce que cette opportunité s'est présentée, vous vous souvenez ? J'ai pris la suite de mon confrère Vincent qui avait ouvert la porte. Alors, c'était important pour nous de faire savoir à nos collègues d'autres métiers américains que nous existions, parce qu'il y a un potentiel de clients important. Donc ça, c'était une stratégie globale. Pourquoi moi ? Parce que je pense que l'associé avec lequel je travaillais à l'époque avait confiance et s'est dit que c'était un moyen pour moi d'évoluer sans doute plus rapidement. Donc je suis restée 1 an, c'était court, vraiment très court. Pourquoi seulement 1 année ? C'était le deal. On était en petite équipe. Il était très important que je rentre vraiment parce qu'on avait besoin de ma force de travail à Paris. Et je suis retournée bien sûr, je retourne à New York, mais je suis allée à New York avec mes enfants, mon mari. Et on est passé devant la tour dans laquelle nous habitions, mon mari et moi, sans nos enfants, parce qu'on s'en est beaucoup plus tard. Et ma deuxième m'a regardée et m'a dit « Tu peux me donner une raison ? Pourquoi es-tu rentrée ?» J'avais signé un contrat et je ferais respecter mon contrat. « Non, tu peux me donner une bonne raison. » Pas d'autre bonne raison, si ce n'est que voilà, j'avais signé pour 1 an, il fallait rentrer pour recommencer à être dans l'équipe plus productive à Paris qui avait besoin. Donc c'est un certain sens de loyauté ? Un certain sens de loyauté, exactement. Ouais. Bon, pour autant, quand je suis rentrée, l'affaire Enron s'est déclenchée, etc. Donc, mais bon, l'un dans l'autre, je suis contente aussi d'être rentrée. Et qu'est-ce que vous y avez appris pendant cette année aux États-Unis ? D'abord que j'adorais les Américains. Non, vraiment. Qu'est-ce que vous adorez chez les Américains ? J'adore le positif. D'accord. Et en réalité, ça m'a permis de nous rendre compte qu'on était hyper critiques, les Français. Quand on est dans son environnement, on ne se rend pas forcément compte de nos traits caractéristiques. L'une des premières... Je travaillais beaucoup déjà dans le secteur Life Sciences et donc je pense que 2 jours après être arrivée à New York, j'assistais à un séminaire à San Diego sur le secteur biotech. Et je me souviens qu'un des participants, il y a en « We love you French, you are dreamers ». Donc le côté positif des Américains, le fait que quand on dit quelque chose, ça tourne, c'est processé, on conteste pas la parole, du chef, donc c'est quand même aussi assez agréable. Des incompréhensions,
Parce que quand vous ne rentrez pas dans les cases, vous ne rentrez pas dans les cases et personne ne va chercher justement à faire cet extra mile qui va faire que on va quand même s'occuper de votre cas. Ça, c'est des souvenirs pour ouvrir les comptes bancaires ou transférer ma carte bancaire de mon compte bancaire français au compte bancaire US, c'était un peu compliqué. Et une grosse envie d'y retourner. Donc on est retourné plusieurs fois à titre personnel. Mais vraiment, ce que je retire, c'est le côté tout est possible. Et extrêmement positif. Ça rejoint le côté d'être du côté des solutions. Sans doute, peut-être. Je continue vraiment. Maintenant, dans mon travail, je travaille beaucoup sur des projets internationaux avec beaucoup d'Américains, pas que. Mais c'est vrai que j'aime bien, en particulier, travailler avec les Américains. Et donc, vous rentrez, c'est la crise. Je rentre, ce n'est pas encore la crise, mais comme je dis, je fais 2 enfants dans la foulée, pas en même temps, mais quasiment, 14 mois d'écart. Et là, oui, c'est la crise, puisque après avoir été champion du monde, on se retrouve dans une fusion malgré nous, puisque personne n'a participé à ces événements aux US, mais pour autant tout le réseau Arthur Andersen, y compris le cabinet d'avocats Archibald Andersen, est entraîné dans la tourmente, un démantèlement très rapide, avec à aucun moment on a arrêté de servir les clients, à aucun moment les réseaux informatiques, voilà, donc il y a eu quand même le souci de la continuité. Comment vous l'avez vécu ça, justement? D'assez loin, parce que pour le coup, comme j'avais mes enfants, j'ai eu une partie en congé maternité, donc j'étais finalement, je pense, assez protégée de toute la discussion qui avait eu lieu à l'époque, et qui a été, je pense, vraiment un grand choc pour les associés. En fait, je suis passée associée juste avant la fusion. Mais Et la fusion avait déjà été décidée, donc je n'ai pas participé à ces discussions. Donc j'étais assez protégée. Pour autant, après la fusion, ça a été quand même un grand choc culturel. Et bon, il y a eu une deuxième partie de carrière qui a commencé à ce moment-là. Mais donc vous êtes passé associé d'un cabinet que vous ne connaissiez pas finalement? Oui, exactement. Et vous vous sentiez comment par rapport à ça? Parce que c'est pas rien de s'associer. En fait, c'était assez simple. Je suis partie en congé maternité sans être associée. J'avais une équipe, je suis rentrée de congé maternité, j'étais associée, je n'avais plus d'équipe, et j'étais dans un nouveau cabinet parce que mon équipe était partie entre-temps. Dans un autre cabinet? Dans un autre cabinet, parce qu'il y a eu aussi, au moment de la fusion, il y a eu beaucoup de départs. Oui, je pense qu'on peut dire beaucoup de départs. On était 500 avocats, EY également, et on s'est retrouvé 500 au bout d'un an, donc il y a eu beaucoup de départs, et moi, toute mon équipe est partie. Pas moi, parce que j'avais eu la bonne ou la mauvaise idée d'être enceinte à ce moment-là. Donc je suis rentrée avec une chance. C'est marrant parce que quand j'explique que c'était une chance, notamment à des collègues américains, ils disent non, c'est pas une chance, tu as saisi l'opportunité. Mais oui, c'est pour ça que je vous fais parler de ça. J'ai saisi l'opportunité, je suis associée. Alors les clients, on va voir, mais a priori, sont partis avec l'équipe. Je me souviens même qu'on avait fait une base de données papier, il n'y avait plus de secrétaire, j'avais plus rien. Et là, on a dit, mais Virginie, chez EY, il faut que tu deviennes Market Segment Leader Life Sciences. J'ai dit, bah oui, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Donc, vous occupez. Donc, en fait, du coup, dès cette époque, mon travail, au-delà d'être avocate, a été de coordonner les activités d'EY en France sur le secteur Life Sciences. Donc je me suis, non pas raccrochée à ça, c'est pas vrai, mais ça m'a donné quand même une certaine légitimité au sein d'une équipe que je ne connaissais pas, ou pas beaucoup, parce qu'en réalité il restait beaucoup d'Arthur Andersen, mais pas ceux que je connaissais de façon proche. Donc
plutôt des gens qui étaient plus fiscalistes d'ailleurs que juristes. Et au fur et à mesure, j'ai reconstruit à la fois mon portefeuille et puis ma légitimité dans ce nouveau cabinet. Parce que c'est pour le coup, même contrat de travail, mais nouveau cabinet, nouvelle culture, nouveaux collègues anciens mais que je ne connaissais pas. Donc c'est une seconde partie de carrière. Alors on va en parler, mais déjà, j'ai peu entendu d'histoires de femmes qui reviennent de congé maternité et qui sont associées. D'habitude, les histoires qu'on entend, c'est malheureusement dans des sens inverses, c'est plutôt défavorables. D'où peut-être mon premier commentaire qui était de vous dire, moi j'ai jamais senti de barrière où tout était possible. Et puis c'est vrai que toute ma carrière a montré que c'était possible. Et ça continue. Maintenant, c'est peut-être aussi parce que quand il a fallu dire oui, j'ai dit oui, je me suis pas posé de questions ou j'ai été demandée ou exigée selon les formules certains postes. Mais oui, je suis rentrée de congé maternité associée avec en plus la particularité de ne plus avoir d'équipe dans un cabinet qui était un cabinet nouveau. Et vous dites, vous avez été demandé, exigé dans certains postes. Vous avez eu cette impression de vraiment vous mettre au service de là où vous étiez? Non, ce que je dis, c'est qu'à certains moments, mais plus tard dans la carrière, je trouve, quand je compare des carrières féminines et masculines, qu'on est toujours, nous les femmes, beaucoup plus dans le recul et dans l'attente de propositions, et qu'il faut savoir aller aussi demander des évolutions de carrière. Et vous en avez demandé, vous? Pas directement. En revanche, oui. En tout cas, je fais évoluer ma carrière en fonction des opportunités et puis des axes d'intérêt. Vous avez des souvenirs comme ça de choses où vous vous êtes dit j'ai envie de me positionner là-dessus? Alors déjà tout ce qui est life sciences, très rapidement, puisque j'ai commencé il y a 25 ans. Je suis avocate M&A. Une partie de la clientèle d'Archibald Andersen, on avait beaucoup de clients dans le secteur life sciences. On faisait beaucoup d'acquisitions pour des clients dans ce secteur. Mais ce qui m'a vraiment donné envie d'y aller, ça se passe toujours comme ça. Un vendredi, mon associé me dit, voilà, lundi tu pars. C'était dans l'Est. Notre client vient d'acquérir une société. L'agence du médicament menace de retirer les autorisations. C'est des produits sanguins. Donc, s'il retire les autorisations, la boîte ferme. Donc, il faut aller faire un audit avec un audit de conformité et de plan de remédiation. On est toujours, je compare par rapport à la règle et derrière, je propose des solutions pour remédier avec le client, le general manager, à peu près 55 ans, donc 40 ans, 35 ans de carrière, le pharmacien responsable, 35 ans de carrière, et moi qui me dis, mais de quoi parle-t-on ? Je suis allée à la Fnac le week-end pour voir si je pouvais me cultiver un peu. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bouquins sur le droit dans le secteur life sciences, voire quasiment aucun. Ça s'est très bien passé. Et en revenant, j'ai dit, voilà, moi je veux travailler dans ce secteur. Qu'est-ce qui vous a plu ? Les clients, c'est un secteur dur. D'abord, c'est des clients qui soignent les gens. Je ne dis pas que faire des boulons, c'est moins important, mais quand même. Une qualité de client. Peut-être parce que c'est très international tout de suite. C'était que des clients internationaux. Ça reste toujours aujourd'hui des clients américains. Donc une qualité de dialogue, la prise en considération, ça il y a 23 ans ou 22 ans, du conseil juridique, on écoutait vraiment fort ce que nous recommandions. C'était pas la même chose dans l'entreprise française qui fabriquait des boulons. Et une qualité intellectuelle aussi, de la relation avec nos interlocuteurs de General Counsel. Sans doute ça. Et donc ça c'est un premier choix que j'ai fait, pas une exigence, un choix en disant j'aimerais bien, et on était très entrepreneuriaux, donc oui,
Je me souviens que j'avais eu 500 francs, donc 500 € de budget pour aller acheter des ouvrages. Et on était arrivés tous ensemble à former une équipe très spécialisée sur ce secteur avant la seconde partie de carrière. Après, les autres choix, c'est plutôt... à un moment, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça te dirait d'eux ? Et je ne me suis pas posé la question, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver ? Oui. Et après, je me suis dit, comment on fait ? Et après, j'avise. Et en m'aidant aussi, je pense que c'est là où peut-être on... Parce que chez EY, dans d'autres métiers, on a des gens qui font du coaching, on a des gens qui aident aux évolutions de carrière. Donc je suis allée chercher à titre personnel et d'amitié certaines personnes et certains conseils pour m'aider à prendre certaines fonctions. Vous aviez identifié des sujets sur lesquels vous aviez besoin d'un petit coup de... Il y a des choses que vous avez apprises comme ça qui ont vraiment marqué une différence ? Là aussi, je me souviens, j'avais des rendez-vous réguliers au départ. Quand j'ai pris la direction du cabinet sous l'angle juridique, et je dis, mais c'est toujours compliqué parce qu'on dirige ses pairs. Diriger ses pairs, c'est pas simple. Je pense aussi diriger dans une firme professionnelle, c'est pas simple non plus parce qu'on est d'abord un professionnel, on n'a pas appris le management. Et comment arriver à manager ses pairs, ça c'était un point particulier. Et mon ami coach me dit, mais au bout d'une ou deux séances, c'est bon, tu es dans le comment. Tu es plus dans le pourquoi, tu es vraiment comment je vais y arriver, quelles sont les étapes que je vais essayer de mettre en œuvre. J'ai pas de technique particulière. Hein. Je pense qu'il y a une légitimité on a dans les firmes professionnelles, il y a une légitimité qui n'existe que parce que vous êtes légitime sur votre marché. Et ensuite, c'est savoir... j'allais dire... C'est connaître ses interlocuteurs ascendants et descendants, surtout, je pense. Et justement, en parlant de connaître ses interlocuteurs, donc pendant la crise, vous perdez votre équipe. Oui. Une équipe, c'est aussi beaucoup de soutien. Oui. Des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Et comment vous l'avez... C'était terrible. Ouais. C'était vraiment terrible. Il y a deux choses. C'est d'abord réaliser... Parce qu'en plus, on était vraiment une équipe un peu à part. Je dis pas très ouvert, c'est pas qu'on n'était pas ouvert, mais ça a été très difficile d'abord d'avoir un sentiment d'abandon, parce que j'ai eu le sentiment d'avoir été abandonnée, et après de me dire qu'il fallait que je me reconstruise dans un univers qui était très différent du mien, et de façon très honnête, au départ dont je ne percevais pas la valeur ajoutée par rapport à l'univers dont je venais. Donc ça a été difficile. J'ai progressé, je pense, au fur et à mesure. J'ai progressé. J'ai progressé dans le fait de me réouvrir à d'autres personnes. Et c'est là où le fait d'avoir été mise dans un poste qui n'était pas vraiment un poste de management, mais de coordination Life Sciences, m'a aidé à aller vers, me créer une autre famille, en réalité. Et j'ai été désignée dans ce poste au moment où EY mettait en place la logique sectorielle. Donc, ça m'a aidé à faire partie, parce que j'étais dès l'origine, pour le coup, dans le panorama du secteur Life Sciences, tout métier, d'EY, tout pays confondu. Et j'ai connu d'autres associés, tout métier confondu, dans ce secteur avec lesquels je continue de travailler. Donc voilà, je me suis recréée en fait cette équipe à ce moment-là, beaucoup plus pluridisciplinaire, donc, puisque en fait, par nature, qui n'était pas
qu'une équipe d'avocats. Donc c'est ça qui m'a sans doute permis de rester ancrée chez EY à ce moment-là, parce que c'est vrai que je me posais beaucoup de questions. Vous avez créé des alliances à l'extérieur, en fait, d'une équipe... Je me suis recréé une équipe pluridisciplinaire, et après, il fallait aussi, mais ça a été plus long en réalité, recréer les liens au sein du cabinet d'avocats EY. Et vous avez insisté sur le fait que vraiment il y a eu un gros changement, que c'était un vrai changement de culture et que c'était pas évident. De culture. C'était quoi ce changement de culture justement? De façon non modeste, on avait une culture chez Arthur Andersen vraiment très immodeste. Non, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Et en même temps très positive, c'est-à-dire on croyait très fortement dans le réseau. Et un exemple, c'est que quand on avait des événements, la chanson derrière, c'était We Are the Champions. Oui. Donc on assumait. Et c'est vraiment une culture très différente. On est beaucoup plus modeste chez EY. On a vraiment une culture de la modestie beaucoup plus forte. Je me souviens très bien, on dit We are humble, et c'est vraiment, c'est dans le sens noble du terme. Et donc c'est vrai que venir d'une culture où, y compris dans les associés avec qui on travaillait, etc., on était un peu en tout cas on avait, pas vocation, mais on ambitionnait, et l'objectif était We are the champions, à passer une culture beaucoup plus modeste. D'un point de vue intellectuel, on a un peu l'impression à un moment, quand on ne comprend pas cette nouvelle culture, de jouer dans une autre équipe. Et d'où le temps nécessaire, non pas pour faire, peut-être pour faire le deuil d'une équipe, pour faire le deuil d'une certaine culture, pour commencer à essayer de comprendre une autre culture, et ça a pris du temps. Et maintenant que vous vous êtes imprégné de la culture EY, mais avec votre regard sur ce que vous aviez chez Arthur Andersen, entre cette culture de l'immodestie et cette culture de l'humilité... Je pourrais pas comparer, et en plus c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment deux parties de carrière. Il y a une première où moi, c'est mes premiers 8-9 ans, on est jeune, tout est possible, et tout reste possible, mais je dirais pas que je préfère l'une à l'autre, parce que c'est une évolution. De toute manière, si je suis ici, c'est que cette culture me convient. Elle me convient d'autant plus qu'elle est à la fois modeste et très entrepreneuriale. C'est-à-dire que j'ai continué, j'ai pu reconstruire ma carrière, non pas comme je le voulais, puisque je suis bien sûr dans les cadres et dans la stratégie, mais avec beaucoup de liberté dans la façon dont je me positionne, dont j'ai voulu me repositionner sur le marché. Donc je peux pas comparer, c'est la même chose, on peut pas revenir on revient 20 ans après à un endroit, on n'est plus les mêmes personnes, on a évolué, donc les deux. Et à titre personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette nouvelle culture? De la modestie aussi. Oui. Dire qu'on est, pas irremplaçable, deux, que tout peut arriver. Je pense que les deux sont importants. Jamais irremplaçable et tout peut arriver, parce que le fait de voir un réseau qui était un réseau très puissant se démanteler dans la discipline, se démanteler dans la discipline en continuant de servir tous les clients, en ayant en tête le service aux clients, mais de se démanteler en 3 mois. Alors que 3 mois avant, on arrivait dans des salles remplies de 2000 ou 3000 personnes avec We Are the Champions. Oui, ça apprend à relativiser beaucoup. Et donc, aventure entrepreneuriale, puisque vous construisez cette pratique Life Sciences en pluridisciplinaire, vous reconstituez une équipe, je suppose, pour vous aider à travailler là-dessus. Comment ça s'est développé après? Alors ça s'est développé par à-coup. Et ça continue de se développer par à-coup. C'est comme l'histoire de l'Europe. Vous avez eu des gros paliers. Voilà, des gros paliers. Il y a la construction du secteur Life Sciences pluridisciplinaire. Donc ça, c'est la stratégie
la stratégie EY globale dans laquelle moi j'ai participé en investissant plus ou moins de temps selon les époques. Il y a cette première époque où il fallait identifier parmi les personnes travaillant par EY ceux ou celles qui avaient déjà une expérience forte sur le secteur ou moyenne sur le secteur pour leur demander de passer du temps, d'essayer de se concentrer plus sur ce secteur. Donc on avait passé pas mal de temps à cette époque-là. Ensuite, une sorte d'arrêt. On a repris les choses 4-5 ans plus tard. Oui, quand même. Ouais. Oui, parce qu'il nous manquait, en fait, pour construire une vraie expertise sectorielle multidisciplinaire, il faut avoir un pilier conseil advisory fort pour des raisons qui... Voilà, des accords particuliers, des accords en 2 mots, particuliers à l'époque. EY ne pouvait pas construire d'expertise conseil, il ne pouvait pas aller sur des très grands clients. Donc il manquait ce pilier. On revisite, alors que la stratégie globale ne change pas, mais au niveau français, on avait des contraintes particulières qui fait que voilà, on était plus dans une stratégie d'opportunisme, c'est-à-dire s'il y a des opportunités, bien sûr, on va répondre à ces opportunités plutôt que de dédier du temps pour vraiment développer à des équipes dédiées. Deuxième partie, 2009-2010 peut-être. La première partie, c'est ça, je ne sais plus, ça passe vite. Là aussi, on remet, on y retourne parce qu'on a une demande de stratégie globale, de réinvestir le sujet. Donc là, je reprends ce rôle de façon plus active. Mais toujours au bout de 2-3 ans, alors là on est plus, on a une partie conseil, on a vraiment la possibilité d'aller travailler sans plus de limites. Et donc on reconstruit, on construit une équipe juridique, fiscale, conseil surtout tourné sur le risque financier et transactions. Ça sont les métiers autorisés quand nous ne sommes pas auditeurs. Il y a une partie qui est à l'audit, sur lequel on est aussi très présent sur le secteur Life Sciences. Et puis troisième partie, la région France fusionne avec le Benelux. Et donc je reprends, il y a 3 ans maintenant, ce secteur France-Benelux, Maghreb, maintenant avec une partie Afrique francophone, sur le Life Sciences, mais aussi sur Health, donc en fait sur tout ce qui est établissement de soins. Donc je double à la fois géographiquement et les types d'entreprises pour lesquelles nous travaillons. Donc avec un aspect construire, consolider des équipes existantes, faire une équipe régionale et comprendre ce qu'on peut travailler sur le plan régional versus national. Comment est-ce qu'en un palier, on double à la fois son secteur géographique et son secteur d'intervention, d'activité? C'est une question de management. Mais... Oui, c'est une question de management. D'abord, on va écouter. C'est classique. On va écouter les personnes en Hollande qui avaient ce job. Parce qu'en fait, c'est un peu ça aussi. C'est qu'au lieu d'avoir un responsable sectoriel en France, Life Sciences en Hollande, finalement, il n'y en a plus qu'un pour avoir un peu plus de... Donc, on va modestement, et je pense que là, pour le coup, il y a comment nous pouvons construire cela ensemble. Il faut arriver à... Là aussi, je me suis entourée, pas entourée, c'est pas vrai, mais j'en ai parlé à quelques personnes et je me souviens de toute manière, il n'y a il y a une seule chose qui compte, Virginie, ça sera les hommes, je me souviens, mais au sens qui vont t'entourer. Donc en fait, c'est choisir l'équipe.
Et avec des contraintes, parce qu'il faut que ça soit quand même assez représentatif géographiquement. Et pour le coup, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une super équipe très drôle, donc on s'amuse. Non mais c'est vrai, surtout c'est ça qui est le plus important. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble et je pense que ça fait partie du succès. On disait tout à l'heure, au bout d'un moment, on a les clients qui nous ressemblent ou on sait choisir les clients. Je pense que c'est pareil dans les équipes avec lesquelles on travaille. Non pas qu'on arrive à évacuer les gens qui ne sont pas dans le bon mood, mais de facto, ça se fait comme ça. Donc, on écoute, on essaie de choisir les bons relais, et ensuite, il y a une certaine discipline dans un certain nombre de réunions, de suivi, et puis j'essaie de me faire aider beaucoup, c'est ça, les bons relais. Ouais. C'est quoi cette discipline ? La discipline... Je suis curieuse. En fait, j'en ai pas beaucoup sur ce sujet de discipline. Je suis une anti-réunion, donc normalement, on doit se voir assez souvent, etc. La vraie discipline, je trouve, c'est d'abord arriver à créer l'esprit d'équipe. Et ça m'a pris du temps la première année. Donc du coup, on s'est vu, on a discuté, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble, comment on arrive à se répartir les rôles. Et une fois que le cadrage est bien fait, je trouve toujours que c'est ensuite, pendant 1, 2 ans, 3 ans, ça tourne de façon assez naturelle. Donc là, ça fait 2-3 ans, il va falloir que voilà. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de revoir un petit peu à la marge ce qui a bien fonctionné et les équipes. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment une discipline, c'est arriver à créer cet esprit d'équipe parce qu'on est beaucoup. Et ça ne... au-delà des process, dans le monde, EY, c'est 300 000 personnes. Et dans cette équipe que vous gérez ? En fait, l'équipe que je gère de façon indirecte fait un peu moins de 200 millions de chiffre d'affaires. Donc ça fait beaucoup de monde. Mes interlocuteurs, de façon directe, la core team, on est 15. Et je ne les gère pas directement. Ils ont chacun des associés. On est plus à se coordonner et à se répartir à différents rôles. Enfin, 15 même en coordination, c'est beaucoup. Oui. Ouais. D'où parfois la nécessité de se voir, y compris de façon physique, pour faire le point sur ce qu'on peut faire mieux, sur ce qu'on a bien réussi. Ouais. Et quand vous faites quand vous regardez un peu derrière vous, les moments de... Bah non, mais c'est vrai. En fait, c'est marrant parce que Bon, on va parler devant vous aussi. Hein. Les moments de quoi ? De fierté. Ouais. Alors, on m'a posé... Parce qu'hier, on a relancé, parce qu'on nous en clôture le 30 juin. Donc ça y est, on est en exercice. On a réouvert notre exercice, là. Et donc, on m'a posé cette question hier. Je me dis, tiens, je suis sûre qu'on va me la poser aujourd'hui. On a refait le lancement à Global Life Sciences par téléphone. Et pour se connaître, mais de quoi... Alors, on va chacun se présenter et de dire de quoi on est le plus fier. Et donc, hier, j'ai parlé de la réussite de ma fille qui rentre dans sa prépa BCPST à Saint-Louis. Donc, c'est une réussite personnelle. C'est sa réussite personnelle et c'est un grand événement pour l'année. D'un point de vue professionnel, moi, ce que j'aime beaucoup, et du coup, ça va se reproduire plein de fois, c'est être capable d'aligner des compétences diverses, variées, internationales, avec la force du réseau. Quand ça marche bien, qu'est-ce que ça marche bien ? Un exemple, il y a 2 ans, un de nos clients au Danemark nous contacte parce qu'il va être candidat pour acquérir un portefeuille de produits pharmaceutiques d'AMM auprès
labo japonais. En 2 semaines, on a monté une équipe juridique manufacturing, donc en fait pour revoir tous les process, puisqu'en fait l'un des aspects du dossier était de changer les sites de fabrication, donc manufacturing, project management, commercial, revoir toute la stratégie commerciale d'intégration des produits, avec donc une équipe anglaise, danoise, suédoise, française, puisque moi je lead la partie juridique Life Sciences au sein du réseau. Et ça, je dis en 2 semaines, je pense qu'on a monté l'équipe en 1 semaine, chacun apportant son bout d'expertise, ses expériences, avec une magicienne, Christine, qui a fait qu'en 1 semaine, cette équipe qui, alors pour le coup celle-là ne se connaissait pas, il y a d'autres équipes qui se connaissent, soit dans un mode hyper fluide, comme si on avait passé notre vie ensemble parce qu'on a réussi à, nous intégrer, et ça c'est aussi une compétence en soi. Un pitch chez le client au Danemark, un pitch et un atelier d'1 journée pour montrer ce qu'on peut faire. On est engagé dans la foulée. Ma jeune collaboratrice que vous connaissez, qui est celle qui vous a recommandé, donc. Oui, qui rentre, qui nous rejoint, je l'appelle, je dis voilà, qu'est-ce que vous faites le premier jour? Est-ce que vous pouvez, plutôt que venir ici, être à l'aéroport à 7h, nous partons à Copenhague. Donc c'était son premier jour. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, d'abord de ce que j'aime faire, parce que c'est le juridique dans l'opérationnel, de l'international, du fait que chaque jour est différent de l'autre jour, du fait qu'on peut apprendre mais tellement de choses, parce qu'au contact de toutes ces équipes, arriver, moi, à synthétiser les contraintes réglementaires pour que quelqu'un puisse en plus ensuite dire, mais alors moi, le site de fabrication, voilà comment on va faire les choses, la stratégie commerciale, oui, mais les AMM, je les aurai quand, la stratégie financière. Donc arriver à faire tout ce lien dans un contexte où c'est dur, mais on s'amuse bien, on est tous ensemble avec un esprit de tribu, parce que c'est des projets où on va être tous ensemble dans une salle pendant longtemps, chez le client en plus, pas dans le bureau, chez le client. Chez le client où j'avais eu la mauvaise idée de partir en vacances au mois d'août, parce qu'en fait les Danois partent en vacances au mois de juillet, donc je me souviens, je suis arrivée en Turquie, j'ai mis mon petit bureau face à la fenêtre qui donnait sur la piscine, mais je commençais à bosser à 9h jusqu'à 17h, ils ont la bonne idée de terminer à 17h, c'était quand même assez cool. Voilà, donc c'est un des exemples parmi d'autres, parce qu'on vient de refaire exactement le même type de dossier ici, où je dis, mais c'est pour ça que je suis chez EY, c'est exactement ça que j'aime faire. Vous êtes au bon endroit. Et alors, on a vu une fierté et un échec. J'en ai forcément beaucoup. Les échecs, c'est les gens qui me quittent. Mais en même temps, c'est un succès, parce que quand les collaborateurs s'en vont, c'est aussi un... Mais quand même, il y a toujours un regret pour certains, pas pour tous. Ne faites pas peut-être, voilà, je pense spontanément à ça. Et en même temps, on ne peut pas garder tout le monde, donc ça fait partie, et comme on embauche beaucoup et on recrute beaucoup, il y a forcément une stratégie qui est de dire, mais on forme, et à un moment, de toute manière, on va essaimer. Et ça fait partie, de l'essaimage. Quand est-ce que ça vous peine le plus en départ ? Quand j'aime beaucoup les personnes. Donc, quand... Non, c'est une bonne chose. De toute manière, c'est sain, c'est normal. Quand c'est un départ pour construire quelque chose, ça ne me peine pas, puisque les départs dans la construction, c'est normal. Les départs parce qu'il y a eu des malentendus, ça c'est peinant, parce que ça veut dire qu'on n'a pas
fait attention, on n'a pas su détecter des zones de malentendu. Puis il y a des départs qu'on souhaite. Donc et c'est aussi une bonne chose, il faut avoir le courage d'expliquer très rapidement quand ça se passe pas bien, parce que c'est un service réciproque. Des échecs sur les dossiers, j'en ai forcément eu, mais les échecs, c'est peut-être pitché, mais c'est normal aussi. De ne pas être retenu à chaque fois. J'ai pas de souvenir où je me suis dit vraiment là je regrette. Un regret peut-être, c'est de ne pas avoir le courage quand j'étais à New York de dire finalement je reste. Parce que je ne sais pas ce que je serais. Voilà, j'aurais une autre carrière et comme j'aime vraiment beaucoup les États-Unis, je pense que ça c'est sans doute un regret. Et c'est tout. Quels sont vos projets ? Parce que vous en avez forcément, vous êtes une femme de projet. Alors là, c'est de partir en Ouzbékistan dans 10 jours. Et quand je reviens, là, on est en train de... Oui, j'ai des projets. C'est de refaire... c'est de passer un cap sur ce que nous faisons dans le secteur Licenses et Health sous l'angle juridique et réglementaire, que ce soit au niveau français, mais aussi au niveau international, parce qu'on a beaucoup d'opportunités d'intervenir aux côtés d'autres équipes sur ce type de projet dont je parlais, les projets de cession, les projets d'intégration, les projets de restructuration. On a des compétences. Maintenant, il faut que ça se sache. Et c'est vrai que souvent, encore trop souvent, y compris d'ailleurs chez des clients potentiels, EY, on ne savait pas que vous faisiez du droit. On ne faisait pas que vous faisiez du droit pharmaceutique. Ouais. Voilà. Et donc ça veut dire que j'ai, pour le coup, je ne parlerai pas d'échec, c'est pas ça, mais qu'on a beaucoup de progrès à faire dans la communication aussi, française et pour le réseau international. C'est toujours compliqué parce qu'on est une petite équipe dans une plus grosse équipe qui est elle-même intégrée dans une énorme équipe, et quand on fait la somme de l'ensemble des collaborateurs, ça fait 300 000, hein, donc une marque forte et faire exister un métier particulier dans cette marque forte, c'est pas simple, mais donc là, quand je dis faire passer un cap, donc on est en train de travailler sur un plan. Ouais. C'est le challenge, avec une volonté de travailler encore plus sur les missions internationales, grosses missions de restructuration, multi-pays, acquisition, cession, organisation de la supply chain et réglementaire au sens large. Ça, dans mon travail d'avocat et sur mon poste sur le poste de management du secteur, c'est intégrer de nouveaux venus puisqu'on change un petit peu l'équipe et on va changer la manière de fonctionner, donc il va falloir qu'on s'en réajuste un petit peu sur ces sujets. Et puis en fait, oui, j'avais oublié, j'ai pris un nouveau défi qui est de développer le Digital Law et le Legal Managed Services pour EY en France. D'accord, en quoi ça consiste? La digitalisation, c'est travailler et aider nos clients à l'amélioration de l'efficacité de la fonction juridique avec des outils. Mais les outils ne font pas tout. Avant, il faut travailler sur les process de la fonction juridique. Et là, le fait de travailler de façon récurrente aux côtés de personnes qui interviennent sur des process, qui sont des spécialistes des process avec lesquels nous allons travailler, va permettre d'avoir des équipes qui comprennent le métier
de directeur juridique et en même temps sont spécialistes d'une méthodologie de process et voir où sont les zones peut-être de faible valeur ajoutée qui peuvent être externalisées, robotisées et d'intervenir sur ces zones et de voir avec les interlocuteurs juridiques là où il y a du co-sourcing, de l'externalisation, de l'automatisation possible. Donc c'est vos clients pour cette offre-là, c'est des directions juridiques qui travaillent avec vous? Ce sont les directions juridiques des grands groupes, parce qu'il faut avoir une assise internationale. Non, ce ne sont pas forcément des grands groupes, mais il faut avoir une assise internationale aussi. Et donc, nous proposons et nous avons un certain nombre d'outils, soit acquis, soit construits maison. Nous, EY a racheté Riverview, qui est un cabinet d'avocats anglais qui a mis en place un outil de gestion de la fonction juridique. Et c'est un élément différenciant, qui a une équipe qui est formée à utiliser cet outil. Et récemment, EY a racheté, donc là c'est 90 personnes, a racheté Pangea 3, Pangea 3. C'est 1000 personnes qui travaillent US-Inde, une petite équipe en Europe pour prendre en charge la gestion de tâches juridiques faibles à valeur ajoutée moyenne. On a aussi développé des outils pour tout ce qui est gestion de la data privacy. On a aussi donc c'est des vraiment outils cette corporate articulation secretarial. ouais. Outils, process et humain en réalité. Et l'humain peut être internalisé, peut être externalisé. Et comment utiliser au mieux le tout pour je pense pour la fonction juridique, faire mieux avec des moyens qui n'augmentent pas forcément. Ouais. Et aussi avec une façon de réfléchir, et je vous rejoignais, mais j'étais en réunion de démonstration dans des nouveaux espaces ici. Donc on a un wave space, on a des espaces spécifiques de collaboration pour réfléchir sur l'évolution justement de la fonction juridique. Mais c'est aussi une question qu'on se pose, nous, de toute façon. C'est comment notre métier, c'est aussi pour nos clients, et on se pose bien entendu cette fonction, comment notre métier évolue. Et ce que nous faisions de telle façon, est-ce qu'on a des moyens de le faire de façon plus efficace et moins chère? Donc c'est aussi mener cette réflexion en interne. Et ça me fait... du coup, j'ai envie de vous demander si vous n'avez jamais voulu partir dans une entreprise, justement, pour prendre une direction juridique ou même au-delà du juridique. J'aimerais, en fait, ce qui va me manquer, mais là je deviens un peu expérimentée. J'aimerais bien prendre une direction tout court. Ouais, c'est ce à quoi je pensais. Mais voilà, c'est comme ça. Ouais. Et en même temps, c'est très entrepreneurial ce qu'on fait. Donc voilà, moi j'ai une feuille vierge, j'ai des outils parce que j'ai la force du réseau international, j'ai une équipe, j'ai le feu vert pour construire parce que c'est pas les mêmes profils. On va recruter et on a déjà recruté des profils qui sont plus data tech qu'avocats ou qui ont une compétence particulière ou une appétence particulière. Et donc, mon travail, ça va être de construire des business cases, d'aller en parler aux clients et j'espère aussi derrière de réussir à proposer des services aux clients. Mais oui, ça vous a traversé l'esprit? Ça m'a traversé l'esprit. Être chanteuse de rock aussi. Je ne le fais pas forcément non plus. Chanteuse de rock? Chanteuse de rock ou fleuriste? Oui, ou fleuriste? J'adore poser cette question-là. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été... avocate ou n'aviez pas fait ce blog. Donc moi, c'est la question, qu'est-ce que j'aurais aimé faire dans un monde idéal? Vraiment chanteuse de rock. Je pense que... Mais là aussi, à partir d'un certain âge, c'est un peu compliqué de se reconvertir de cette façon. Ou fleuriste, parce que être entouré de fleurs, avec votre prénom comme le vôtre... Oui, voilà. Moi j'adore les fleurs, voilà. Mais c'est aussi pour ça que le podcast s'appelle Fleurs d'avocat. Voilà. Mais cela dit, je pense que fleuriste, je m'ennuierais beaucoup. Je sais pas. Donc ça c'est...
Votre chanteuse de rock, bon, je sais pas si j'ai le talent et je sais pas si c'est un lifestyle qui me conviendrait, mais pour le coup... Très bien. Quelle est votre source d'inspiration actuelle? Ou est-ce que vous avez une grande source d'inspiration? Je sais pas ce que vous appelez source d'inspiration. Ah, ça peut être... C'est très libre, c'est un format très libre. Moi, j'adore lire, donc je lis beaucoup, mais c'est pas forcément... Enfin, je lis des romans. De temps en temps, je dis, en fait, sérieux, il faut que je lise un livre à clé pour m'expliquer le monde. J'en lis, et donc Sapiens ou autre. Oui, je lis de temps en temps ça. Mais j'adore les romans. Il y a des romans qui vous ont marqué? Oui. Et là, mes premiers romans, c'est Belle du Seigneur, mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? C'est une histoire d'amour. Oui, non, mais bon, il y en a beaucoup des histoires d'amour, ça pourrait être une autre. Et là, récemment... Comme d'Albert Cohen. Hein? Je précise que c'est Albert Cohen. Oui. Les Manches-Clous, j'ai adoré tous les livres de Cohen. Steinbeck, les raisins de la colère, récemment, en anglais, parce que j'ai décidé de ne plus lire que les livres américains ou anglais en anglais. En fait, ce que j'aime, c'est les sentiments et comment ça s'appelle ça s'appelle La Grève, c'est traduit en français par La Grève, c'est Ian, c'est le roman du Tea Party américain. Donc, mais il faut le lire pour comprendre la mentalité américaine. C'est un roman philosophique sur l'extrême, le libéralisme entendu d'une façon la plus positive possible. L'homme par essence est bon et en le laissant aller vers ce qu'il a de meilleur, forcément, on ira tous sur une pente de progression et inversement cadrée en l'empêchant d'agir avec sa volonté de s'améliorer, va aboutir... elle était un peu russe et a vécu le communisme, donc je pense qu'il y avait derrière un peu une vision sur l'époque communiste dure. Donc voilà le type de roman que j'aime bien. D'accord. Quelle est votre dernière joie? Je voulais une très très grande joie le jour du bac où ma fille aussi a su qu'elle était prise en prépa à Saint-Louis à BCPST. Donc ça c'est une très très grande joie. Et que portez-vous sous votre robe? Initialement, je pense à la robe d'avocat. J'entends. Je précise parce que j'ai vu une pointe dans votre regard. Mais j'ai compris. Généralement des chaussures très colorées. Voilà. Aujourd'hui, elles sont fuchsia. Mais je change de couleur tous les jours. Merci beaucoup pour cet entretien.